La musique était si forte que j'avais le cœur qui battait la chamade. Le champagne, que Brenda avait insisté pour me resservir 3 fois, pétillait et me donnait un peu le tournis. « Bois, ma chère grand-mère, c'est aussi ta journée », m'avait-elle dit plus tôt, avec ce sourire qui, je le comprends maintenant, ne était qu'un masque. Je me sentais la femme la plus fière du monde, en voyant mon petit-fils Lucas, mon fils chéri, dans cette salle somptueuse. J'y avais dépensé toutes mes économies, chaque fleur importée, chaque plat raffiné. Mais ça en valait la peine. Du moins, c'est ce que je croyais. Sentant ma tête tourner un peu, j'ai décidé de même éloigner du bruit, d'aller aux toilettes pour me rafraîchir le visage et reprendre mon souffle avant la découpe du gâteau. Le couloir menant aux toilettes était plus calme, recouvert d'une épaisse moquette rouge qui étouffait mes pas. En m'approchant, je remarquai que la porte de la chambre privée des demoiselles d'honneur, une petite suite attenante aux toilettes, était entr'ouverte. J'entendis des rires forts et stridents que je reconnus immédiatement. Était la voix de Brenda. Elle semblait raconter une excellente blague à ses amis. Mon premier réflexe fut de sourire, pensant à son bonheur, à la joie que je lui avais apportée. J'hésitai un instant, ne voulant pas interrompre leur moment d'intimité. Et c'est précisément dans cette seconde de silence que j'entendis mon nom, ou plutôt, la façon dont elle s'adressait à moi. Je vous jure, les filles, j'ai failli mourir de rire en voyant sa robe, lança Brenda d'une voix glaciale, empreinte de mépris. Un frisson me parcourut l'échine. L'effet du champagne évanouit comme par magie. C'est tellement ringard. On dirait une robe de friperie du début du XXe siècle. Les demoiselles d'honneur éclatèrent de rire. Un rire strident qui me vrillait les oreilles comme de la craie sur un tableau noir. Brenda poursuivit, sa voix galvanisée par les applaudissements. J'ai dit à Lucas, ta grand-mère n'a pas besoin de venir. Franchement, cette vieille dame n'a rien à faire là. Cette vieille dame, était comme un coup de poing dans l'estomac. Je m'appuyais contre le mur, les jambes flageolant, le cœur battant la chamade. Une des demoiselles d'honneur, la voix légèrement étouffée, demanda « Mais, ma chère, elle n'a pas aidé à organiser la fête ?» Je retins mon souffle, attendant, implorant en silence un brin de décence, une explication. Ce qui suivit fut pire. Brenda laissa échapper un rire strident, un rire qui n'avait rien de joyeux, un rire de pure moquerie. « Aider ? Ma chérie, elle a tout payé, jusqu'au dernier centime durement gagné dans sa satanée usine. » Je sentis mon visage brûler d'humiliation, mon atelier de tissage. Le travail de toute une vie, qui avait financé les études de Lucas, qui avait payé cette robe de mariée hors de prix, n'était plus qu'une satanée usine. Puis, elle porta le coup de grâce. La phrase qui brisa quelque chose en moi, qui tua la grand-mère naïve que j'y étais. « était la moindre des choses », dit Brenda d'un ton grave, comme si elle me confiait un secret. Je considère ça comme un prix de purification, pour qu'elle disparaisse de nos vies une fois pour toutes. Quand son argent sera épuisé, on n'aura plus besoin de faire semblant de l'apprécier. Le monde s'arrêta. La musique qui provenait du hall principal s'éteignit complètement. Je n'entendais plus que le pouls de mon sang dans mes oreilles. Un prix de purification. Voilà ce que j'y étais. Un déchet qu'il fallait nettoyer. Je sais, c'est un coup dur, n'est-ce pas? Entendre ça de la part de sa propre petite fille, celle qu'on a recueillie, mon monde s'est effondré en 30 secondes. Vous vous demandez sûrement ce que j'ai fait. Si je suis entrée et que j'ai remis cette vipère à sa place, ou si j'ai fondu en larmes. Ce qui s'est passé ensuite a changé non seulement leur soirée, mais le reste de ma vie. Je vais vous raconter chaque détail, chaque seconde de ma vengeance. Mais avant de continuer, avant de vous révéler comment j'ai transformé cette douleur en force, j'ai une demande à vous faire. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. C'est tellement important pour moi de savoir que je ne suis pas seule, que mon histoire trouve un écho. Nous sommes heureux de savoir jusqu'où nos voix peuvent aller. Chaque commentaire, chaque abonnement, me donne la force de continuer à révéler des vérités douloureuses comme celle-ci. Quand vous me dites d'où vous m'écoutez, j'ai l'impression que nous sommes tous réunis dans une grande pièce, partageant des secrets et cherchant justice. Votre soutien nous permet de mettre ces histoires en lumière. Alors, s'il vous plaît, prenez une seconde. Abonnez-vous et dites-moi d'où vous venez. Maintenant, laissez-moi retourner dans ce couloir et à la décision que j'ai prise.
pour comprendre l'immense vide qui s'est ouvert dans ma poitrine dans ce couloir, le froid qui m'a paralysée, il faut savoir que ce matin-là aurait dû être le plus beau de ma vie. Cette fête, elle n'était pas une fête comme les autres. Était le cadeau de toute une vie pour mon unique petit-fils, Lucas. J était dans la salle la plus somptueuse de la ville, un endroit que je ne connaissais que par les magazines, et je voyais mon garçon, mon petit-fils chéri, épouser la femme qu'il aimait. J était comblée. Moi, Elena, veuve qui avait peiné seule pendant 30 ans dans cette usine textile, qui avait réinvesti chaque centime, J était là, témoin du fruit de mon labeur. Cette réception fastueuse, chaque verre en cristal, chaque composition florale importée, tout cela a été payé avec mon épargne retraite. Littéralement. L'argent que j'avais économisé pendant des décennies pour être sûr de ne dépendre de personne à la retraite. J'ai liquidé mes placements à long terme. Ceux qui rapportèrent des intérêts composés. Mon précieux pécule. Je l'ai fait sans hésiter. Je l'ai fait parce que, depuis la mort de mon mari qui m'a laissé avec une petite fille et une usine criblée de dettes, ma seule mission a été d'offrir à ma famille les opportunités que je n'ai jamais eues. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes nuits de sommeil, mes mains calleuses à force de travailler sur les métiers à tisser. Lucas était mon point faible. À vrai dire, il était une véritable addiction. Je l'ai élevé pendant que ma fille travaillait. J'ai payé son école privée, ses études supérieures prestigieuses, sa première voiture. Je ne savais pas lui dire non. Était ce garçon adorable qui m'apportait des fleurs du jardin et qui promettait de prendre soin de moi quand je serais vieille. Ce garçon, pour moi, existait encore quelque part au fond de cet homme en costume de luxe. Je voyais en lui la continuation de mon héritage, la justification de tous mes sacrifices. J'y étais incapable de lui refuser quoi que ce soit, et il le savait. Mon atelier de tissage, que Brenda appelait l'usine puante, nous a sauvés. J'ai repris l'entreprise de mon père, qui périclitait, et je l'ai reconstruite avec acharnement. L'odeur d'encre et de coton brut, qui la répugne, est pour moi l'odeur du pain sur la table. C'est l'odeur de la dignité. C'est cette odeur nauséabonde qui a permis à Brenda de s'offrir ses chaussures de luxe et la montre importée que Lucas portait à cet instant précis. J'y étais fière de mes origines modestes, car elles m'ont donné de la force. Mais j'avais remarqué, ces derniers temps, que Lucas semblait un peu honteux. Honteux de moi. Quand Brenda est entrée dans sa vie, elle semblait irréelle. Belle, cultivée, issue d'une famille qui, à mon insu, accordait une importance primordiale aux apparences. Elle était d'une douceur infinie à mes yeux. Ma chère petite grand-mère, c'est ainsi qu'elle m'appelait. Elle me demandait mes recettes, complimentait mes broderies, disait vouloir devenir une femme forte comme moi. Et moi, aveuglée par l'amour que je portais à mon petit-fils, je la croyais sur parole. Je l'ai accueillie comme une petite fille. Elle était la belle-fille idéale, toujours souriante, toujours attentionnée. Ce N était qu'une façade, un masque répugnant. 6 mois avant le mariage, le couple est arrivé chez moi un mardi soir. Ils avaient les yeux rouges, l'air dévasté. Ma grand-mère a eu un pincement au cœur. Je les ai installés sur mon canapé tout simple, celui que Brenda trouvait sans doute ringard, et je leur ai demandé ce qui s'était passé. Lucas était incapable de parler. Il fixait le sol. Brenda a commencé la comédie. Elle a dit qu'il s'était fait arnaquer à propos d'une dette imprévue qui avait englouti toutes leurs économies pour le mariage. Elle pleurait à chaudes larmes, des larmes que je sais maintenant être des larmes de crocodile. Elle a dit que son rêve était brisé, qu'il faudrait annuler la salle, le buffet, tout. Dans une performance digne d'un Oscar, elle a pris la main de Lucas et a dit « Mon amour, ne t'inquiète pas, je t'épouserai à la mairie, en géant. Je préfère ça plutôt que de te voir embarrassée parce qu'on ne peut pas faire la fête qu'on avait prévue. » Était un coup de maître. Elle savait exactement où me toucher. La honte de Lucas. Elle savait que je ne permettrais jamais que mon petit-fils se sente diminué, qu'il ait l'air pauvre ou incapable de réaliser ses rêves. Je me sentais prise au piège de ma propre générosité. J'avais le cœur brisé en voyant le désespoir fin dans les yeux de mon petit-fils. Sans hésiter, j'ai dit « Tu ne vas rien annuler. De combien as-tu besoin ?» La somme était astronomique. Était pratiquement toutes mes économies. Brenda a fait semblant de refuser. « Non, mamie, jamais, c'est ton argent. »
Mais Lucas est resté silencieux, et son silence valait réponse. Il acceptait mon aide. En réalité, il était complice de ce complot visant à me voler mon argent de retraite. Le lendemain, j'y étais à la banque pour liquider mes placements. Le directeur a essayé de me mettre en garde, me disant que je perdrais beaucoup en frais et en rendements futurs. Je n'ai rien voulu entendre. Je ne pensais qu'au sourire de Lucas, à son rêve de se marier. J'ai transféré la somme totale sur un compte joint qu'ils avaient ouvert pour les fournisseurs. J'achetais leur bonheur. Du moins, c'est ce que je croyais naïvement. Je me sentais comme le sauveur de la famille. J'ignorais que je ne faisais que financer les parasites qui me considéraient comme un distributeur automatique de billets. Je n'ai formulé qu'une seule exigence, une seule. Je leur ai dit « Je suis une vieille dame, je ne comprends rien à ces contrats modernes. Je veux que mon comptable, le docteur Mathias, vérifie tout avant que vous signiez. C'est juste pour m'assurer que les fournisseurs ne profitent pas de vous, mes enfants. » J était sincèrement inquiète qu'on puisse les escroquer, étant donné leur jeune âge. Je voulais les protéger. Ironie du sort, ce faisant, je me protégeais sans le savoir moi-même d'eux. Brenda sembla un peu agacée par la suggestion, mais Lucas la calma. « Mamie, bien sûr. C'est toi qui décides. Le docteur Mathias fait partie de la famille. » Il pensait sans doute que C était juste une excentricité d'une vieille dame autoritaire. Il n'imaginait pas à quel point Mathias était méticuleux. C'est mon ami d'enfance, un homme qui a vu le pire comme le meilleur de moi. Il se méfie de tout le monde, et j'en suis reconnaissante. Il était mon seul allié dans cette négociation, même si je ne le savais pas encore. Le docteur Mathias a examiné chaque contrat, le buffet, les fleurs importées, le groupe de musique, la location de cette salle hors de prix. Il a insisté pour que, puisque l'argent venait de moi, je sois désignée comme maître des œuvres sur tous les documents. Lucas et Brenda ne seraient que les bénéficiaires honoraires. Sur le moment, cela me semblait une simple formalité juridique, une étape administrative pour protéger mon investissement au cas où un fournisseur ferait défaut. Le couple a signé les avenants sans même les lire attentivement, impatient de dépenser un argent qui ne leur appartenait pas. Mathias, avocat prudent comme il est, a inclus une clause qu'il glisse systématiquement dans mes contrats commerciaux à l'usine textile. Une clause de résiliation standard pour mauvaise foi ou manquement aux usages. Il l'a adaptée. Clause 7.4. Elle stipulait qu'en tant que partie contractante et bailleur de fonds, J était en droit de résilier immédiatement tous les services si les bénéficiaires agissaient de manière frauduleuse, irrespectueuse ou de mauvaise foi à mon égard. Une clause que j'avais alors jugée excessive. Et là, dans ce couloir froid, le rire de Brenda résonnant encore dans ma tête, frais de ménage, j'ai tout compris. Les faux pleurs, la dette inventée, la précipitation à récupérer mon argent, la honte que Lucas éprouvait pour moi, la vieille sorcière dont il voulait se débarrasser dès que l'argent serait épuisé. Le choc a duré exactement 3 secondes. La douleur était immense, une piqûre aiguë dans la poitrine. Mais ce qui a suivi était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 30 ans. Une rage froide, une lucidité absolue, la même froideur que celle que j'avais éprouvée en négociant avec des usuriers après la mort de mon mari. Je n'allais pas pleurer. J'allais agir. Je me suis appuyée contre le mur froid du couloir. Le marbre glacé contre ma peau était la seule chose réelle à cet instant. Le monde que je connaissais, celui où J était une grand-mère adorée, s'était évanoui en 30 secondes. L'expression « frais de ménage » résonnait dans ma tête. 1 fois, 2 fois, 10 fois. J'ai ressenti une vive douleur à la poitrine. La douleur physique de la trahison. Ce fut un chagrin instantané. Comme si le Lucas que j'avais élevé, le petit garçon qui m'apportait des fleurs, était mort là, dans ce couloir. Le choc fut total, mais il dura exactement 3 secondes. Je n'ai pas pleuré. Les larmes se sont taries avant même de couler. À la place de la douleur, quelque chose de nouveau a émergé. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. Une froideur, une clarté tranchante comme du verre. Grand-mère Helena, la matriarche à la fois naïve et généreuse, est morte là. La femme qui a pris sa place était différente. C était l'Helena qui, après la mort de mon mari, a dû négocier avec des usuriers, un bébé dans les bras. L'Helena qui a dû licencier son propre frère pour vol. L'Helena qui a appris que dans le monde des affaires, et apparemment aussi au sein de la famille, la sentimentalité est un luxe qui peut mener à la faillite.
la femme qui a survécu. J'ai pris une profonde inspiration. L'air me paraissait plus lourd. Mes jambes, qui avaient flanché, semblaient désormais fermement ancrées au sol. Je n'allais pas aux toilettes. Je n'allais pas me cacher. Je n'allais pas me passer de l'eau sur le visage et retourner à cette fête comme si de rien n'en était. Faire semblant, c'était leur jeu. Le mien, à partir de cet instant, serait la vérité. Je me suis redressée, j'ai ajusté la robe, kitsch, que j'avais cousue moi-même avec le beau tissu de mon atelier, et je me suis retournée. Chaque pas vers le hall principal était lourd, mais ferme. N n'était plus une invitée, J était une inspectrice chargée de fermer un établissement corrompu. En rentrant dans la salle, la scène était grotesque. La musique assourdissante, les lumières criardes, les gens qui riaient, verre à la main, tout cela ressemblait à une farce. Une plaisanterie de mauvais goût, payée à la sueur de mon front. J'aperçus Lucas et Brenda au centre, près du gâteau à 5 étages que j'avais offert. Ils riaient, s'embrassaient. Lucas, mon petit-fils, celui dont j'avais financé les études, était là, souriant, complice de la femme qui m'avait traité de moins que rien. La honte que j'avais ressentie auparavant, la honte de mes vêtements, s'était évanouie. À présent, je ressentais du dégoût, un dégoût profond et accablant. Mon regard parcourut la pièce. Je ne les cherchais pas. Je cherchais mon seul allié présent, mon ami de toujours, le docteur Mathias. Il avait toujours été discret, peu enclin aux mondanités. Je le trouvais exactement là où je l'attendais, à une table au fond, près de la sortie de service, sirotant un café et consultant sa montre. Il était là uniquement pour moi, parce que je le lui avais demandé, parce qu'il était le codirecteur financier, l'homme qui lisait chaque détail. Il était ma seule arme, et J était sur le point de m'en servir. Je m'avançai vers lui d'un pas impeccable. Je ne courus pas, je ne feignis aucune urgence. Je me sentais comme une reine se dirigeant vers son trône, même si mon cœur battait la chamade. On s'écarta pour écarter le passage. Quelques invités me sourirent, à moi, la grand-mère fière. Je leur rendis un bref signe de tête. Je jouais la comédie, mais ma comédie était plus convaincante que celle de Brenda, car elle avait un but. J'allais déclarer la guerre. J'atteignis sa table et m'assis sur la chaise vide à côté de lui, sans demander la permission. Mathias se retourna, surpris. « Elena, il s'est passé quelque chose? Tu es toute pâle ?» Il me connaissait trop bien. Je ne me retournai pas. Je gardais les yeux fixés au centre de la pièce. Je voyais Brenda rire, la tête renversée en arrière. Ce son aigu qui, auparavant, me semblait être de la joie, ressemblait maintenant au hurlement d'une hyène. « Regarde-la, Mathias !» dis-je d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour m'entendre. « Regarde la petite fille que j'ai gagnée. Regarde comme elle est heureuse avec l'argent de cette vieille sorcière. » Mathias fronça les sourcils, perplexe. « Elena, de quoi parles-tu » Je n'eus pas le temps de lui expliquer les détails sordides. La douleur était toujours présente, mais je la transformais en carburant. Je me penchai un peu plus près, le bruit du groupe nous enveloppant presque. « Mathias, je veux que tu exécutes la clause 7.4 de tous les contrats. » Je prononçai ces mots lentement, avec une clarté implacable. « Je veux que tu le fasses, maintenant. » Mathias se figea. Il retint son souffle un instant. Ses yeux s'écarquillèrent et il me fixa, abasourdi. Il savait exactement ce que cette clause signifiait. C était la clause qu'il avait créée. La clause « bombe atomique », comme il l'appelait. La clause D, élimination totale et immédiate. « Elena », murmura-t-il, la voix empreinte d'incrédulité. « Elena, pour l'amour du ciel, c'est la clause pour… » Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase. Il me donnait une chance de me rétracter, de dire que ceci était une erreur. Je l'ai interrompu. Mon ton ne laissait place à aucune discussion. Exactement. Je l'ai regardé pour la première fois, et il a dû voir l'enfer dans mes yeux. C'est la clause de manquement au protocole et de mauvaise foi de la part des bénéficiaires. Et je viens d'assister au manquement au protocole le plus répugnant de ma vie. La mauvaise foi est flagrante. Ma voix était glaciale. Je ne posais pas de questions. J'ordonnais. J était sa cliente, mais surtout, J était la femme en qui il avait confiance. Elena, les conséquences de tout ça, la salle, le traiteur. Commença-t-il à argumenter, non pas pour eux, mais pour moi, inquiet du scandale. Je secouai la tête. Le scandale m'importe peu. Ce qui m'importe,
c'est la justice. Je désignai discrètement le couple du menton. C'est moi la cliente, Mathias. L'argent est à moi. La fête est à moi. Eux, ce ne sont pas des clients, ce sont mes invités. Je fis une pause, laissant le poids de mes paroles se faire sentir, et je les désinvite. La compréhension se lisait sur le visage de Mathias. Le choc laissa place à une colère froide, semblable à la mienne. Il me connaissait depuis 40 ans. Il savait ce que j'avais sacrifié pour Lucas. Il avait vu Brenda et Lucas dans son bureau, pressant le déblocage des fonds. Il ne posa plus de questions. Les détails lui suffisaient. Mon ordre suffisait. Il se contenta d'un hochement de tête bref et sec. « Compris, Elena, c'est réglé. » Il se leva, rajusta sa veste bon marché, 1000 fois plus élégante que le costume de Lucas, et me lança un regard qui signifiait « Prépare-toi ». Il s'éloigna de la table et se dirigea calmement vers le hall où se trouvaient les bureaux de l'administration et, surtout, où le réseau était meilleur. Il ne courut pas. Il avait l'air d'un simple invité allant aux toilettes, mais je le savais. L'ange de la mort, tapi dans cette soirée, avait commencé son œuvre. Maintenant, j'y étais seule. Il me fallait attendre. Ces 15 minutes m'ont paru interminables. Assise là, à cette table au fond, je ressemblais à une grand-mère solitaire au beau milieu de la soirée la plus huppée de la ville. Je pris un verre d'eau et en bus une gorgée. Ma main ne tremblait pas. J'observais la scène, j'observais mes invités, des inconnus, les amis de Brenda, qui riaient et buvaient à mes dépens, qui dilapidaient mes économies. J'ai vu Lucas prendre une coupe de champagne et la tendre à Brenda. Ils se sont embrassés. L'assistance, composée de faux amis, a applaudi. J'ai eu la nausée. Comment avait-il pu? Comment le garçon à qui j'avais inculqué le respect et la dignité avait-il pu se transformer en cette marionnette, ce parasite sans envergure? La honte qu'il éprouvait pour moi, pour mes humbles origines, était-elle si grande? Plus grande que l'amour? Plus grande que la gratitude? Apparemment, oui. L'avidité et l'ambition de Brenda l'avaient l'inconsumé. J'ai pensé à mon argent. Ce N était pas que du papier. C'est était mon temps. C'est étaient les nuits blanches passées à clôturer des comptes. C'est étaient les vacances que je n'ai jamais prises. C'est étaient les voitures que je n'ai jamais vendues. C'est était ma sécurité. C'est était ma retraite paisible. Et ils me l'ont pris, non par gratitude, mais par mépris. Comme si c'est était un dû. Des frais de nettoyage. La colère a de nouveau explosé, mais je l'ai maîtrisée. La colère à chaud pousse à l'erreur. Ma colère était froide. Elle était stratégique. Mathias prenait son temps. Mon esprit s'emballait. Et si les fournisseurs refusaient? Et si le contrat comportait une faille? Mais j'avais confiance en Mathias. La clause 7.4 était claire. Résiliation immédiate pour manquement aux bonnes mœurs ou mauvaise foi, suspension de toutes les prestations et paiements futurs, et application des pénalités de résiliation directement aux bénéficiaires si la mauvaise foi est avérée. Et j'en avais la preuve, J était témoin. Et, si nécessaire, les demoiselles d'honneur seraient mes témoins aussi. Je me demandais ce que j'allais faire, ce que j'allais dire. Je n'avais pas prévu ce qui se passerait après la fin de la musique, mais peu importait. Le plus important était d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter de me faire ridiculiser. Chaque minute que durait cette fête était une insulte de plus à mon intelligence, un coup de poignard dans le dos. Je n'allais pas payer pour être humiliée. Je n'allais pas financer la vie luxueuse de 2 personnes qui me considéraient comme une nuisance vulgaire. Ma fille, la tante de Lucas, N, était pas là. Elle était en déplacement professionnel et j'en étais reconnaissante. Elle m'avait toujours mise en garde contre le fait que je gâtais trop Lucas. Elle avait toujours soupçonné la précipitation de ce mariage, la douceur excessive de Brenda. « Maman, je ne la supporte pas », m'avait-elle dit un jour. Je ne voulais pas l'écouter. Aveuglée par le désir de voir mon petit-fils heureux, j'ignorais les signes. Le prix de cet aveuglement fut ma retraite. Mais j'allais me ressaisir. J'allais retrouver ma dignité. Le groupe a commencé à jouer un morceau entraînant. Les gens se sont mis à danser. L'organisatrice de mariage, une blonde avec un casque sur les oreilles, faisait signe aux mariés de s'approcher du gâteau. Le grand moment approchait. Le moment de la découpe, de la célébration ultime. J'ai esquissé un sourire. Un petit sourire froid que personne n'a vu. Ils s'apprêtaient à couper le gâteau, mais ils étaient loin de se douter que je coupais déjà autre chose. Je les rayais de ma vie. À cet instant, j'ai ressenti une force insoupçonnée. Je n'étais pas une victime.
J était celle qui subvenait à mes besoins. J était la source. Et je fermais le robinet. Ils m'ont sous-estimée. Ils me voyaient comme une vieille femme sénile. Un portefeuille ambulant facile à manipuler. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Ils ont oublié que c'était moi qui avais bâti un empire à partir de rien. Ils ont oublié que les loups peuvent vieillir, mais qu'ils ne perdent jamais leur croc. Je repensais à Lucas enfant. Il avait cassé un de mes vases. Un vase très cher que ma mère m'avait offert. Il était terrifié. Il pleurait. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Lucas, la vérité est toujours la meilleure solution. Les objets se cassent, mais la confiance, une fois brisée, est bien plus difficile à réparer. » Il m'a regardé avec ses grands yeux et m'a promis de ne plus jamais me mentir. Et pourtant, il vivait dans le plus grand mensonge du monde, un mensonge que j'avais financé. La confiance était brisée, et elle était irrémédiablement perdue. Je me sentais libre. Pour la première fois depuis des années. J'avais l'impression d'agir pour moi-même. Pas pour ma fille, pas pour mon petit-fils, pas pour la mémoire de mon mari, pour moi, pour mon honneur. Cette vieille sorcière allait leur montrer ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. L'humiliation que j'avais ressentie dans le couloir, je n'allais pas l'accepter. J'allais la leur rendre, en public. L'attente était insoutenable. Chaque rire, chaque toast me faisait languir. J'allais me lever pour rejoindre Mathias quand je l'ai aperçu. Il est apparu à la porte latérale du couloir. Il n'était plus dans le hall. Il discutait avec le maître d'hôtel, le responsable du buffet, un homme grand en costume noir. Le maître d'hôtel parut choqué, puis pâlit. Il fit un geste, regardant la table des gâteaux, puis moi. Mathias venait de me montrer son téléphone portable, sans doute le contrat électronique. J'ai vu le maître d'hôtel déglutir difficilement et hocher la tête. Il s'est tourné vers la wedding planner blonde. Son visage s'est décomposé. Son sourire professionnel a disparu, laissant place à la panique. Elle a regardé Mathias, immobile comme une statue, puis moi. Je la fixais du regard depuis ma table, au fond de la salle. Je ne détournais pas les yeux. Elle avait compris. Elle savait qui commandait. Le chaos était imminent. Mathias me regarda de l'autre côté de la pièce. Il ne sourit pas. Il se contenta d'un bref hochement de tête. Était fait. Les appels avaient été passés. Les ordres donnés. Le mécanisme de ma vengeance était enclenché. Il ne me restait plus qu'à attendre l'impact. Je pris une profonde inspiration et m'installai dans mon fauteuil. Le spectacle allait commencer. Et, pour la première fois de la soirée, je serais dans le public. La wedding planner, le visage blême, tentait de raisonner le maître d'hôtel, mais celui-ci restait inflexible. Il parlait dans son oreillette. J'ai vu les serveurs cesser le service. Les barman ont commencé à vider les verres et à ranger les bouteilles de champagne. Ce champagne hors de prix que j'avais payé. Le service s'enrayait. Peu à peu, les rouages de cette fête parfaite ont commencé à se dérégler. Les invités ne s'en étaient pas encore aperçus, mais le personnel, lui, le savait déjà. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais d'impatience. Était l'adrénaline de la justice. J'allais les démasquer tous les deux. Je n'allais pas les laisser s'en tirer. Commencer leur vie de couple en riant du vieux fou qui avait tout payé. Ils voulaient que je disparaisse de leur vie. Parfait. Je partais. Mais je ne partirais pas sans faire de bruit. J'allais partir en emportant tout ce qui m'appartenait. Et cela incluait le sol qu'ils foulaient. Brenda riait et faisait signe à Lucas de s'approcher du gâteau. Elle prit la spatule argentée, celle gravée de leurs initiales, que j'avais également payée. Elle était prête pour son moment, pour la photo parfaite. Elle leva la spatule. Le photographe se positionna. « Attendez, attendez !» cria-t-elle au groupe, qui jouait encore de la basse. « Je veux une chanson dramatique pour la découpe. » Oh, elle aurait son moment dramatique, mais pas celui qu'elle imaginait. C'était à ce moment précis, au comble de son impatience. Le maître d'hôtel donna le signal final. Un technicien du son, visiblement mécontent, appuya sur un bouton, et soudain, la musique s'arrêta. Pas de fondu enchaîné, mais une coupure brutale. Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Ce fut si soudain que tous les invités se turent. Brenda resta plantée là, sa spatule levée, un sourire figé sur le visage, fixant la cabine de son. Le silence dura 3 secondes. Puis, ce qui suivit fut encore pire pour l'ambiance. Les lumières principales de la salle s'allumèrent.
Non pas les lumières d'ambiance, colorées et douces, mais les projecteurs. Ces néons blancs fixés au plafond. Ils illuminaient chaque recoin de la salle, brisant instantanément l'atmosphère, révélant le maquillage baveux de certains et la poussière que la faible lumière dissimulait dans les coins. En un clin d'œil, la salle ressemblait à un entrepôt. Les invités commencèrent à murmurer. « Que s'est-il passé? Il y a eu une panne de courant? Ça fait partie du spectacle ?» Brenda baissa la spatule, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous ai pas dit d'arrêter la musique !» hurla-t-elle à l'organisatrice de mariage. Sans micro ni musique, sa voix paraissait stridente et gâchée. Le charme était rompu. Tous les regards se tournèrent vers elle. Non pas avec admiration, mais avec perplexité. Le maître d'hôtel, avec le courage de quelqu'un qui obéit aux ordres, et l'organisatrice de mariage, qui semblait au bord des larmes, se dirigèrent vers la table du gâteau. Leurs pas étaient assurés. Leur visage était pâle, professionnel, mais empreint d'appréhension. Ils n'allaient pas féliciter les jeunes mariés. Ils allaient clore la réception. Et moi, je me levai de ma table. Était l'heure de mon entrée. Ou plutôt, de ma sortie. Je me suis dirigée du fond de la salle vers la sortie principale, où Mathias m'attendait déjà, tenant mon manteau. Je ne courais pas. Je marchais lentement, savourant chaque pas. Je n'avais plus besoin de me cacher. Tous les regards étaient tournés vers le centre de la salle, vers la mariée furieuse et le personnel blême. J était presque à la porte. J'allais partir sans dire un mot. Mais le destin et l'arrogance de Lucas en avaient décidé autrement. Lucas m'a aperçu. Au moment précis où le maître d'hôtel s'est adressé à Brenda, son regard a parcouru la salle, paniqué, à la recherche d'une explication. Et il m'a repéré, près de la sortie, en train d'enfiler mon manteau. La grand-mère, qui aurait dû pleurer de fierté, partait en plein milieu de la découpe du gâteau. La confusion sur son visage s'est muée en colère. Il ne comprenait pas pourquoi, il a seulement compris que je le gênais. Et il s'est lancé à ma poursuite. La confrontation était inévitable. 15 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me lever, trouver Mathias et donner l'ordre. 15 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour que leur château de cartes écroule. Gigi était près de la porte, déjà dans mon manteau, quand la musique s'est arrêtée. Ce N n'était pas un fondu enchaîné. Était une coupure brutale, comme une guillotine. Le silence qui s'est abattu sur le hall fut immédiat et pesant. Une seconde plus tard, les lumières principales, ces lumières blanches, semblables à celles d'un hôpital, utilisées pour le nettoyage, se sont allumées. Tout le faste, toute la magie coûteuse que j'avais payée, avait disparu. Le hall ressemblait à un entrepôt froid et désert. J'ai vu les visages confus des invités, clignant des yeux sous la lumière vive. Des murmures ont aussitôt commencé à fuser. « Qu'est-ce que c'était? La fête est finie ?» Brenda, qui levait sa spatule argentée, prête à couper le gâteau à 5 étages, s'est figée. Son sourire s'est effacé. Son visage s'est crispé en une expression de colère. « Que se passe-t-il » a-t-elle crié, sa voix stridente résonnant dans le silence. « Je ne vous ai pas dit d'arrêter la musique. Qui ose ?» Elle a regardé la cabine de sonorisation, cherchant un coupable. Elle était loin de se douter que était elle qui allait être renvoyée. Était le signal. Le maître d'hôtel et l'organisatrice de mariage, qui semblaient sur le point de s'évanouir, se mirent en marche. Ils sortirent de derrière les rideaux de service et marchèrent côte à côte vers la table du gâteau. Leurs visages étaient pâles, professionnels, mais empreints de terreur. Ils n'allaient pas féliciter les mariés. Ils allaient exécuter un ordre. Moi, posté près de la sortie, j'observais la scène. J était le spectateur de ma propre vengeance. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais sous l'effet d'une vague d'adrénaline glaciale. Le maître d'hôtel s'arrêta à une distance respectueuse. Il s'éclaircit la gorge, et le silence épaissit encore. « Madame », dit-il d'une voix ferme, mais visiblement mal à l'aise, en regardant Brenda. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Nous avons reçu des ordres directs de la cliente. » Il insista sur ce mot. « De la part de Madame Helena. » Mon nom résonna comme un coup de feu dans la salle. Je sentis des dizaines de regards se tourner vers moi, mais je gardai mon sang-froid. L'ordre d'arrêter immédiatement tout service. Le buffet ferme la cuisine et les bars. Un soupir collectif parcourut la salle. La maîtresse de cérémonie ajouta d'une voix tremblante
L'orchestre a également reçu l'ordre de s'arrêter. Brenda resta muette. Elle ressemblait à un poisson, ouvrant et fermant la bouche sans qu'aucun son ne sorte. Ce fut Lucas qui réagit. Son regard parcourut la salle, désespéré, et se posa sur moi. Il me vit là, debout, en manteau, à côté du docteur Mathias, prêt à partir. La confusion sur son visage se mua en une fureur que je ne lui avais jamais vue. « Mamie !» hurla-t-il. Sa voix déchira le silence. « Mamie, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne posait pas de questions. Il m'accusait devant tout le monde. Il se mit à courir vers moi, renversant un verre sur son passage. Le bruit du cristal brisé résonna sur le sol. « Tu es devenue folle ?» cria-t-il en traversant le couloir à toute vitesse, repoussant les chaises. Il fonçait sur moi, le visage rouge, comme un enfant gâté à qui on aurait pris son jouet. Brenda, se remettant du choc, la suivit de près, soulevant sa robe coûteuse pour s'enfuir. Le masque de la « petite fille adorée » avait fondu. Il ne restait plus qu'une laideur déformée par la haine. « Vieille femme décrépite » hurla-t-elle d'une voix si forte que certains invités reculèrent. « Vieille femme envieuse, tu gâches mon mariage. Mon mariage. » Elle répéta la même phrase. L'insulte « vieille femme décrépite » fut la preuve irréfutable dont j'avais besoin. Le coup de grâce porté à l'affection que je leur portais autrefois. Je suis restée immobile. J'ai attendu leur arrivée. Mathias se tenait à mes côtés, une présence rassurante. Lucas s'est arrêté à quelques centimètres de moi, haletant, le visage rouge de rage. Brenda s'est arrêtée près de lui, tremblante. Le silence régnait dans toute la salle, les yeux rivés sur la confrontation. C'était bien le théâtre qu'ils attendaient. J'ai regardé Brenda droit dans ses yeux venimeux et j'ai laissé le silence peser lourd. Puis j'ai parlé, d'une voix basse mais tranchante comme un rasoir. « Votre mariage ?» Je me suis tournée vers Lucas, qui me fusillait du regard. « Le mariage que j'ai payé ?» La confusion a brièvement mêlé sa colère à la colère. Il savait que j'avais raison. J'ai regardé Brenda, qui semblait prête à m'attaquer. Alors, j'ai repris ses propres mots. « Le mariage », ai-je dit d'une voix claire et assez forte pour que tout le monde m'entende. Où cette vieille dame n'aurait même pas dû être. C'était comme si je lui avais jeté de l'eau glacée. Brenda devint livide. Le sang s'écoula, la laissant avec une pâleur cadavérique. Le choc de être découverte. La terreur de voir son secret inavouable dévoilé. Elle regarda Lucas, terrifié, et il pâlit lui aussi. Il savait. Il savait de quoi je parlais. Il savait que j'avais entendu. Il était complice non seulement de l'escroquerie financière, mais aussi de l'humiliation. « J'ai tout entendu, Brenda ?» dis-je d'une voix ferme. « J'ai entendu ta blague. J'ai entendu parler des frais de ménage. » Brenda laissa échapper un petit gémissement. Je me redressai, tâtonnant le tissu de mon manteau. « Parce que la vieille dame s'en va. Et comme vous n'êtes que mes invités, et que c'est moi qui l'ai embauchée, je marquai une pause, observant le maître d'hôtel qui, impassible, avait tout vu. Je prends tout avec moi. Je me suis retournée vers leurs deux visages stupéfaits. Le buffet, les boissons, le groupe de musique, les fleurs importées et la location de cette salle, tout est à mon nom, et payé avec ma carte. J'ai esquissé un sourire froid qui ne me transperçait pas les yeux. La prestation est annulée. Le mariage est suspendu faute de paiement. Après tout, le payeur se retire. J'étais calme, un calme né de la certitude absolue d'agir correctement. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla Lucas, la panique dans la voix. Il voyait son rêve, son statut, son argent, tout s'effondrer. « Mamie, arrête, tu nous humilies, on va te poursuivre en justice !» La menace était si pathétique que j'ai failli rire. Lui qui avait vécu à mes crochets toute sa vie me menaçait maintenant d'avocat qu'il ne pouvait pas se payer. Il n'avait toujours pas compris qu'il n'avait plus aucun pouvoir. C'est alors que le docteur Mathias, mon fidèle ami, s'est avancé. Il n'a pas élevé la voix, il a parlé avec le calme d'un homme qui a tous ses papiers en règle. Elle ne le fera pas, jeune homme. Elle l'a déjà fait. Il a brandi son téléphone portable, l'écran brillant. Toutes les interventions ont été suspendues par la seule prestataire légale, Donna Elena. La clause 7.4 du contrat, que vous avez signé sans le lire, a été activée. Celle qui concerne le manquement aux bonnes mœurs et la mauvaise foi. Brenda regarda Mathias comme s'il était le diable en personne. « Mauvaise foi ?» balbutia-t-elle. Mathias poursuivit, implacable.
Exactement. Et je suis certain que vos demoiselles d'honneur, qui ont tout entendu, pourront témoigner devant le tribunal de votre décorité si vous souhaitez contester les frais de rupture, qui constituent désormais votre dette. La terreur dans ses yeux était délicieuse. Elle était prise au piège. Mathias porta le coup de grâce. Les agents de sécurité de l'établissement, employés par l'administration et non par les organisateurs de la soirée, ont été prévenus. Ils ont reçu l'ordre d'escorter tous les invités hors des lieux dans 10 minutes précises. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Le contrat de location de la salle a été suspendu par l'administration, à qui j'ai déjà transmis les preuves de votre fraude. Bonne nuit. Une fraude? Murmura Lucas, le mot le frappant comme un coup de poing. Il me regarda, le visage désormais empreint de désespoir, et non de colère. Il voyait l'abîme s'ouvrir devant lui. Il avait fait son choix. Et maintenant, il allait en subir les conséquences. Je ne dis rien de plus. Je jetai un dernier regard au garçon que j'avais élevé et ne vis plus qu'un étranger faible et avide. Je lui tournai le dos. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Mathias me l'a tenue ouverte. J'ai quitté le hall la tête haute, sans verser une larme, sans me retourner. Au moment où la porte a commencé à se refermer, le chaos a éclaté à l'intérieur. Le silence a été déchiré par des cris. Les invités, réalisant qu'ils avaient été dupés, que la fête N était qu'une farce, ont commencé à huer. J'ai entendu des cris de « arnaqueur » et « rendez-moi le cadeau ». J'ai entendu la voix de Brenda hurler de fureur et d'humiliation. Mais J était déjà dans le couloir. Le bruit de mes talons sur le marbre était le son de ma victoire. Une année s'est écoulée. Une année entière depuis cette nuit qui me paraît si lointaine. En quittant cette salle de bal, je ne quittais pas seulement un mariage. Je quittais une prison que j'avais moi-même construite. Une prison faite de sacrifices aveugles et de générosité mal placée. La femme qui a franchi cette porte, laissant derrière elle les cris et le chaos, n'était plus la même qu'à son entrée. Aujourd'hui, je respire un autre air. Je suis à Paris, c'est le printemps, je ne bois pas le champagne qu'on m'a offert pour me droguer. Je déguste un grand vin rouge, que j'ai choisi, dans un charmant café de quartier. L'air est frais. Pour la première fois en 50 ans, je ne pense ni au compte de l'usine, ni aux besoins de ma famille. Je pense à moi. De mon bureau, je vois la tour Eiffel. Elle brille sur le ciel bleu. C'est presque un cliché, je sais. Une vieille veuve à Paris. Mais pour moi, c'est le symbole ultime de ma liberté. Je m'étais promis de faire ce voyage après la mort de mon mari. Mais l'usine avait besoin de moi. Puis, ma fille. Puis, Lucas. Il y avait toujours un plus tard. Ce plus tard est enfin arrivé. Je contemple cette immense structure de fer et je pense à sa force, à sa capacité à résister au vent. Je me sens un peu comme elle. J'ai surmonté la tempête. Et maintenant, je suis là, en paix. Une paix que l'argent ne peut acheter, mais que mon argent m'a enfin offerte. Je ne suis pas seule. À mes côtés se trouve ma fille, la tante de Lucas, celle qui a toujours été fidèle. Celle qui m'a toujours gentiment mise en garde contre le fait que je gâtais trop le garçon. Elle lève son verre, les yeux brillants. À ta nouvelle vie, maman. Et à ton expansion internationale. Nous trinquons. Elle a été la première personne que j'ai appelée après cette nuit-là, en rentrant à la maison. Elle a pris le premier vol pour rentrer. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle m'a simplement serré fort dans ses bras et m'a demandé « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et c'est ce que nous avons fait. Elle m'a aidé à comprendre que l'argent que j'avais récupéré n'était pas destiné à être économisé. Il était destiné à être investi en moi-même. Ah, l'argent. Le docteur Mathias était un vieux renard. La fête ayant été annulée pour rupture de contrat, la plupart des paiements finaux, les plus onéreux, notamment pour le buffet et la location de la salle, furent suspendus. Mon acompte, bien sûr, fut perdu, mais je considérais cela comme le prix de ma liberté, une somme dérisoire pour me débarrasser de 2 parasites. L'essentiel de la somme, mes économies de retraite, retourna sur mon compte. Quant aux frais d'annulation, Mathias, avec une satisfaction que je lui voyais rarement, les reversa directement aux bénéficiaires de la fête, Lucas et Brenda. La dette était désormais la leur. La dette imprévue qu'ils avaient inventée était devenue bien réelle. Et qu'ai-je fait de cet argent? Je ne l'ai pas mis de côté. Je n'ai pas acheté de nouvelles maisons. J'ai fait ce que je sais faire de mieux. Investir dans mon
atelier miteux. J'ai utilisé ce capital pour acquérir 2 métiers à tisser allemands ultramodernes. Des machines qui accomplissent en une journée ce qui me prenait une semaine auparavant. J'ai embauché une jeune créatrice talentueuse, débordante d'idées. J'ai utilisé cet argent pour développer mon activité de tissage et participer à des salons internationaux. Mon vieil atelier ringard exporte désormais des tissus de luxe en Italie et, ironie du sort, aux créateurs les plus prestigieux de Paris. Cet argent, qui aurait été gaspillé en une nuit de vaines illusions, est en train de bâtir un empire qui me survivra. Et ce voyage, c'est ce que je préfère. C'est le voyage que j'ai repoussé pendant 50 ans. J'ai toujours rêvé de visiter les musées de Paris, de humer les effluves des boulangeries le matin, de flâner sans but sur les ponts de Seine. Mais il y avait toujours une excuse. Lucas avait besoin de fournitures scolaires. L'usine avait besoin de réparer le toit. Les tâches ménagères et les obligations m'accaparaient. En annulant ce mariage, je n'ai pas seulement annulé leur fête. J'ai mis fin à ce cercle vicieux de sacrifices. J'ai pris ma fille et je lui ai dit « Allons-y ». Cet argent était destiné à payer des fleurs importées. Il servira à payer nos billets de première classe. Et c'est ce qui s'est passé. Ma fille m'a dit hier, en visitant le musée d'Orsay, que j'avais l'air d'avoir 10 ans de moins. Je le sens. Je me sens plus légère. C'est comme si j'avais porté un poids sur les épaules pendant 30 ans. Le poids des responsabilités, le poids de la culpabilité, le poids de devoir subvenir aux besoins de tous, même quand ce n'était pas mon devoir. Et ce soir-là, dans ce couloir, quand j'ai entendu ces mots cruels, ce poids s'est dissipé. J'ai enfin compris que ma générosité était utilisée contre moi. En coupant les ponts avec Lucas et Brenda, je n'ai pas seulement coupé les ponts avec 2 ingrats. J'ai coupé les ponts avec mon besoin irrépressible de plaire à ceux qui ne le méritaient pas. Changeons de décor. Quittons le soleil printanier de Paris pour un lieu sombre. Allons dans un minuscule appartement mal éclairé, situé dans la banlieue la plus délabrée et la plus éloignée de la ville. Un endroit aux murs si fins qu'on entend les disputes des voisins et les pleurs du bébé D à côté. L'odeur de friture rance du couloir s'infiltre par les interstices de la porte. C'est là qu'ils vivent, le couple qui rêvait d'un mariage de rêve. Cette salle luxueuse tant désirée n'est plus qu'un lointain souvenir, un souvenir d'humiliation publique. Leur réalité, c'est ce box de 30 mètres carrés, donnant sur un mur de béton. Ils sont dans la cuisine, qui fait aussi office de salon. Brenda et Lucas. Ils ne mangent ni le filet mignon en croûte d'herbe, ni les gambas géantes que j'ai payées. Ils mangent des nouilles instantanées. Dans des assiettes en plastique, car ils n'ont jamais eu les moyens de s'offrir de la belle vaisselle, la lumière fluorescente de la cuisine, la seule source de lumière vive dans l'appartement, leur donne un teint pâle et maladif. Le silence qui règne entre eux est pesant. Ce n'est pas le silence paisible que je connais à Paris, c'est le silence du ressentiment. Le silence de 2 êtres que l'avidité a unis et qui, désormais, n'ont plus que l'un l'autre dans la misère qu'ils ont engendrée. L'humiliation du mariage annulé fut dévastatrice. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les invités expulsés de la salle par le docteur Mathias et les agents de sécurité ne gardèrent aucun détail pour les réseaux sociaux. Ils furent mis au ban de la société. Les riches, amis de Brenda, ceux à qui elle aimait se pavaner, disparurent du jour au lendemain. Personne ne voulait être associé à ce couple qui avait escroqué leur propre grand-mère. Ils furent démasqués, de vulgaires escrocs. Elle, image, à laquelle elle tenait tant, fut anéantie en une seule nuit. Ils ne sont même plus invités à un simple barbecue. Et les dettes? Oh, les dettes sont bien réelles. Le docteur Mathias a tenu parole. Les indemnités de rupture de contrat exorbitantes pour tous les prestataires. Le buffet, la salle, le groupe, les fleurs, ont été envoyées à leurs adresses. Ils ont tenté de les contester. Mais Mathias avait les images de la caméra de surveillance du couloir où j'ai tout entendu. Ils ont dû payer. Ils ont dû vendre la voiture que j'avais donnée à Lucas. Ils ont dû emprunter de l'argent aux parents de Brenda, qui les détestent désormais pour avoir terni le nom de famille. Ils sont criblés de dettes qu'ils mettront des années à rembourser. Brenda, qui rêvait d'une vie mondaine et qui détestait mon usine puante, a maintenant un emploi. Elle est réceptionniste dans un cabinet dentaire du centre-ville. Elle passe 8 heures par jour à écouter le bruit de la fraise du dentiste et à prendre des rendez-vous pour le salaire minimum.
Je l'imagine, dans son uniforme en polyester bon marché, forçant un sourire aux patients tout en se plaignant à voix basse de l'odeur du fluor. Elle regarde son téléphone, voit des photos de ses anciennes amies à des soirées, et son visage se crispe d'envie et de haine. C'est bien le moins qu'elle mérite. Et Lucas, mon petit-fils chéri, celui qui avait honte de mes origines modestes et de ma tenue ringarde. Il a tout perdu, pas seulement son argent, mais aussi la confiance de toute la famille. Ma fille, sa tante, ne lui a plus jamais adressé la parole. Personne dans ma famille ne lui a pardonné. Sans mes relations ni mon argent pour entretenir sa mascarade, il a dû trouver un vrai travail. Il est assistant administratif dans un petit bureau. En gros, un simple employé de bureau en costume. Lui, diplômé d'une grande école que j'avais financée, sert maintenant le café et fait des photocopies. Je les imagine dans cette cuisine exiguë, la vaisselle en plastique sale dans l'évier. Il ne reste plus de nouilles instantanées. Brenda lui crie dessus. Le tenant responsable de tout. C'est ta grand-mère. Tu aurais dû la maîtriser. Tu es faible, bon à rien. Et lui, le faible qu'il a toujours été, n'en peut plus. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'aide. Il a besoin de la vieille sorcière. Il sait qu'au fond, je lui ai toujours pardonné. Il prend son portable. Il compose mon numéro. Le numéro qu'il connaît par cœur depuis l'enfance. Le numéro qu'il appelait quand il avait besoin de moi. Il colle le téléphone à son oreille, espérant entendre ma voix, espérant une occasion de pleurer, de me supplier de le pardonner, de tenter de me manipuler à nouveau. Le téléphone sonne. Une fois, 2 fois, puis plus rien. Ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma messagerie vocale. C'est un message enregistré. Une voix féminine, impersonnelle, robotique. Ce numéro ne reçoit plus d'appels. Il réessaie, croyant avoir composé le mauvais numéro. Le même message. Ce numéro ne reçoit plus d'appels. Il regarde son portable, incrédule. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué son numéro dès que j'ai quitté ce salon. J'ai changé de numéro 1 semaine plus tard. J'ai rompu les liens. Je l'ai rayé de mon cœur et de ma vie. Moi, Elena, 73 ans aujourd'hui, je suis à Paris, je sirote mon vin, je contemple les scintillements de la Tour Eiffel. Et mon petit-fils, le garçon que j'aimais plus que tout, est dans un appartement miteux. A écouté un message enregistré. Il ne peut plus me joindre. Je suis en paix. J'ai prospéré. Et le poids de ceux qui me méprisaient? Je l'ai laissé derrière moi, à cette fête annulée. Justice a enfin été rendue.